Merci pour la gentille introduction. Donc, moi, enfin, en retour, c'est vrai que ça me fait plaisir de venir ici. Ça me fait plaisir de présenter devant vous. Ça me fait plaisir d'être invité sur ce sujet. Puis ça me fait plaisir de présenter avec Laurent, avec lequel j'ai grand plaisir à travailler euh, euh, depuis quelques temps maintenant. Et bon, malheureusement, c'est enregistré, mais je travaille plus avec Laurent qu'avec d'autres microbiologistes, parfois moins lointains. Et ce travail n'aurait pas pu être possible sans son opiniâtreté et son dynamisme. Donc moi, je vais vous parler de céphidérocol et sa place dans la stratégie thérapeutique avec un axe, bien entendu, réanimation. Alors, céphidérocol, c'est une nouvelle molécule dont vous avez probablement entendu parler, probablement déjà un peu manipulée, qui a une originalité, hein. Vous avez vu qu'il y a pas mal de nouvelles molécules qui sortent, qui sont souvent un peu des MeToo, c'est-à-dire soit des bêta-lactamines qu'on connaît avec des nouveaux inhibiteurs, soit des nouvelles bêta-lactamines avec des anciens inhibiteurs. Évidemment, les firmes ne sont pas mises d'accord pour faire une nouvelle bêta-lactamine avec un nouvel inhibiteur. Pour autant, je peux enlever le masque, juste le temps et tout. Voilà, pardon, excusez-moi. Pour autant, le céphidérocol a quelques intérêts, quelques originalités qui en font vraiment, à mon avis, une molécule à part. Et tout ce que je dirais est sous contrôle de Laurent, qui bien sûr peut intervenir au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est que quand un individu est infecté, son taux de fer sérique est réduit, hein, qu'il y a une activation de la réponse immunitaire et que le neutrophile envoie des chélateurs du fer et que la bactérie essaye d'absorber le fer. Alors pourquoi c'est important? Parce que le céphidérocol utilise le métabolisme du fer. Le céphidérocol, c'est une céphalosporine. Donc ça, c'est un autre intérêt, c'est que c'est une molécule, une classe qu'on connaît, dont on connaît les effets indésirables, dont on connaît l'index thérapeutique assez large, hein. On n'est pas très inquiet quand on prescrit une céphalosporine. On est plus inquiet quand on prescrit de la colicine, qui est probablement l'alternative dans les cas compliqués ou dans les cas d'usage du céphidérocol. Le céphidérocol, c'est à la fois du ceftazidime avec la chaîne latérale du céphépime, hein. Et donc, ça a à la fois une stabilité vis-à-vis des bêta-lactamases et en même temps, ça utilise les canaux sidérophores. Et c'est par ce double mécanisme qu'il arrive à avoir un spectre assez large. Le nom commercial, c'est Fectroja. Alors, ça a été changé. Fectroja, c'est pour faire et Trojan, cheval de Troie, parce que comme vous voyez sur la diapo ici, euh, le céphidérocol utilise les canaux ferriques pour pénétrer la paroi et après est actif dans le périplasme en inhibant la synthèse du peptidoglycane comme habituellement, mais vous voyez qu'il arrive à tromper le mécanisme de résistance bactérienne en utilisant les canaux ferriques. Alors quand on regarde un peu toutes ces innovations, hein, dans les années 2000, on disait qu'on n'aurait plus d'antibiotiques et depuis on a de nouveaux antibiotiques qui non seulement passent les phases précliniques mais arrivent jusqu'à des utilisations et des prescriptions sur le marché. Vous voyez tout en bas, le céphidérocol est efficace et arrive à contrer l'ensemble des mécanismes de résistance habituellement conduits, qu'il s'agisse des BLSE, des AMP, des carbapénémases KPC, OXA et NDM en particulier. Et puis c'est aussi efficace sur les pseudomonas et acinétobactères. Alors, vous savez tous qu'on parle beaucoup de carbapénémase. Grâce à Laurent, on arrive à avoir beaucoup de données. Probablement qu'en burden disease, en medical need, comme on dit, là où on a le plus de difficultés thérapeutiques sur le terrain, c'est les non-fermentants et c'est pas forcément des mécanismes de carbapénémase, mais souvent des mécanismes d'imperméabilité qui conduisent à la résistance au carbapénème, mais sur lequel le céphidérocol est actif. Et quand on regarde les autres molécules, hein, les nouvelles molécules, alors céphtalozane, tazobactam, le Zarbaxa, vous connaissez, une activité essentiellement anti-PIO hein, et anti-BLSE, ceftazidime, avibactam, donc une bêta-lactamine et un nouvel inhibiteur, avec une activité anti-KPC, anti-OXA48, OXA48 qui est la carbapénémase la plus fréquente en France, mais ça je laisserai Laurent en parler, Merovabor, Imirelet et Astreonam avibactam qui a l'intérêt d'être efficace aussi sur les métallo-bêta-lactamases qui nous posent problème, on va y revenir. La plasomycine, je passe, puisque la plasomycine, le développement est abandonné malheureusement. Alors, Laurent en parlera mieux que moi, mais si on prend la classique classification d'Ambler, on a les classes A, les TM, les SHV, les KPC, les CTXM, pour lesquels on a des solutions thérapeutiques, et notamment Merovabor. Les classes B, les métallos, NDM, VIM, pour lesquels les solutions thérapeutiques sont très limitées, hein, à part la plaso, le céphidérocol, l'azactam avibactam, on associe d'ailleurs ceftazidime avibactam et azactam pour arriver à avoir la molécule, enfin l'association. On a très peu de solutions ou d'options thérapeutiques. Et puis la classe D, les OXA, qui sont plus fréquentes chez nous, mais pour lesquelles les options thérapeutiques sont dans les limites de ces résistances relativement multiples.
Alors quand on regarde sur les programmes de tests sur des souches cliniques, notamment sidéraux, où on va en voir d'autres, et qu'on prend les breakpoints de l'ECA, c'est-à-dire une petite discussion sur les breakpoints pour le céphidérocol, et on a la chance, vous avez la chance d'avoir le CNR à disposition qui teste dans des conditions optimales le céphidérocol, même si je comprends qu'il y a des finesses et que c'est parfois difficile de définir, hein, tu vas y revenir probablement en pratique. On a quand même une sensibilité globale de l'ensemble des souches au-delà des 90%, même quand on prend les breakpoints ECAS qui sont de 2. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une discussion? Effectivement, quand on prend les breakpoints cast, donc européens, on voit que la CMI, le cutoff, il est à 2, alors que vous voyez que le CLSI, c'est 4 et 16, et la VDS, il y a aussi 4 et 16. Alors, je vois que les breakpoints pour sténotrophomonas viennent de sortir pour le cast, et ils sont aussi à 2. Donc, des breakpoints assez drastiques en Europe, mais qui nous permettent d'être corrélés à une vraie efficacité clinique. Alors, quand on regarde ce BrainPoint à 2 et qu'on regarde l'ensemble des bactéries prélevées dans ces programmes de surveillance internationaux, on voit qu'on arrive à avoir une probabilité de sensibilité qui est au-delà de 90% avec le céphidérocol, y compris dans des mécanismes de résistance compliqués comme les métallo-bêta-lactamases. Y compris dans les acinétobactères, vous voyez qu'on est à 91%. Globalement, le céphidérocol est actif sur l'ensemble des bactéries testées, même avec un breakpoint aussi drastique et difficile. Alors, quelques petits paramètres PKPD qui nous importent quand on fait de la réanimation. Hein. La concentration pic, c'est 89,7 mg. On voit que la CMI, elle est à 2. Il s'agit de concentration sérique, et pas de concentration site. On va revenir un peu sur les concentrations site. Concentration résiduelle à 11,5. Une R sur la courbe à 386. Une clairance à 5,18 litres par heure. Et donc, en fait, on se retrouve avec un métabolisme de céphalosporine. Et ça, vous êtes familier avec ça. Il n'y a pas tellement de surprises à ce niveau-là. Et puis, un volume de distribution de 18. Et puis, une élimination essentiellement rénale. Donc, globalement, pas trop de surprises à ce niveau-là. Alors, il y a eu plusieurs études. Et vous savez que les études sur les bacilles gram négatifs, quand on fait des études d'AMM, c'est un peu un jeu. Puisque l'idée, c'est d'avoir l'AMM. Et souvent, on prend des infections urinaires. C'est-à-dire des indications où l'efficacité est quasiment acquise avant d'avoir débuté le traitement. Et souvent, on prend un comparateur qui n'est pas très bon. Et puis, on dit que c'est non inférieur. Ce qui est évidemment modérément satisfaisant quand on est clinicien et encore moins quand on est réanimateur. Et donc, céphidérocol, la firme Shionogi, donc firme japonaise qui commercialise la molécule, a pris initialement une première étude dans les infections urinaires et a réalisé secondairement une étude dans les pneumonies nosocomiales. Et là, effectivement, vous êtes concerné. Alors, c'est une étude qui s'appelle étude ADPEX-NP pour nosocomial pneumonia, qui est un essai randomisé, double aveugle, en 2 groupes parallèles, avec comme contrôle actif une carbapénem. Une carbapénem qui était le méropénem utilisé à dose optimisée, puisque c'était 2 grammes 3 fois par jour sur 3 heures. Donc, des durées de perfusion prolongées. Ce qui n'est pas habituel, c'est vraiment dans toutes les études avec des carbapénem, vous verrez souvent des perfs d'1 heure ou 2 heures. Et vous savez que c'est des médicaments qui sont temps dépendants et que le fait d'optimiser comme ça l'administration permet d'avoir un comparateur réel qui correspond à la vraie vie. Et le céphidérocol a été utilisé de la même manière. 2 grammes x 3 par jour pendant 3 heures. Donc encore une fois, une administration optimisée. Et ça, il faut quand même saluer ça de la part de la firme. D'abord prendre une étude un peu ambitieuse, un peu difficile, et d'emblée de mettre ce médicament sur le marché dans ces conditions optimales. On sait que les C3G qui ont été commercialisés il y a longtemps n'avaient pas d'études avec cette posologie optimisée, ce qui permet aussi d'emblée d'utiliser de manière optimisée. Bien sûr, l'intérêt est d'avoir moins d'échecs, mais c'était assez courageux ou en tout cas assez novateur. Quand on regarde la population de l'étude, on avait quand même plus de la moitié des patients qui étaient ventilés dans ces pneumonies nosocomiales. Et donc, on a quand même une population qui me semble être une population de vraie vie, de réanimation, avec des scores Apache plutôt élevés, 13% de patients insuffisants rénaux et des patients hyperclairants, comme vous en voyez dans vos unités de soins intensifs médicaux ou chirurgicaux. Les pathogènes qui ont été retrouvés, majoritairement Klebsiella pneumoniae, un peu d'Acinetobacter et du Pseudomonas, sans surprise. C'était un essai bien fait, 150 patients par bras, multicentrique international, ce qui permet d'avoir une représentativité de l'écologie à peu de choses près, identique à ce qu'on doit trouver dans nos services de soins intensifs.
Le résultat, le critère principal, c'était la mortalité à J14, mortalité toute cause. Ça peut se discuter, hein. C'est vrai qu'on aime bien J28 dans les infections à BGN. C'est vrai qu'on se dit toujours que la mortalité, c'est peut-être pas le meilleur critère, puisque voir une différence significative sur une mortalité, c'est difficile. Somme toute, tous les essais sont designés de la même manière et ça permet de les comparer entre eux. Et vous voyez qu'encore une fois, on atteint la non-infériorité, on atteint presque l'équivalence, mais c'est un essai qui est designé pour démontrer une non-infériorité, que ce soit en ITT ou en pair protocole, y compris en intention de traiter modifiée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En termes d'effets indésirables, on a le même taux d'effets indésirables dans les deux bras et on a des effets indésirables, alors j'ai pas détaillé, mais qui sont ceux habituels des céphalosporines. Rapidement, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas d'innovation. Encore une fois, c'est des molécules, des classes de molécules que vous connaissez bien. Donc ça, c'était l'étude qui a permis d'avoir l'AMM. Et la firme, assez confiante, a lancé une deuxième étude qui a fait un peu de bruit, puisque c'est l'étude Credible, où ils ont fait une étude ciblée sur le pathogène. C'est-à-dire que plutôt que prendre une indication, ils ont dit on va prendre des infections résistantes au carbapénem. Et ils ont fait une étude avec un design un peu bizarre, puisqu'ils appellent ça un essai clinique ouvert randomisé avec groupe actif et analyse descriptive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de comparaison entre les deux groupes. Ce que, évidemment, on a le droit de faire, nous, une fois qu'on a les résultats, mais ce n'était pas fait pour ça, ce qui est un peu étrange. Et cette étude était randomisée 2 pour 1, donc 2 dans le bras célivericol versus 1 dans le bras Best Available Treatment, meilleur traitement disponible, MTD, vous verrez dans les acronymes, chez des patients qui étaient essentiellement en soins critiques et qui souffraient donc d'infections, que ce soit une infection urinaire, une pneumonie ou une bactériémie. Alors le problème de ces études, c'est que quand vous comparez au meilleur traitement possible, eh ben, il y en a des flopés, hein, et là il y avait 29 régimes différents, il y avait 95 centres pour au total arriver à réunir 150 malades. Alors 150 malades, ça ne fait pas beaucoup. 150 malades d'infections documentées à pathogènes carbapénem résistants, c'est un bel essai. Hein. Enfin, en tout cas, dans ce que j'en connais. Vous voyez qu'il y avait plus de la moitié des patients qui étaient en réanimation. Il y en avait 20% qui étaient choqués, 25% qui étaient bactériémiques, avec des scores Apache qui correspondent probablement à ce que vous voyez dans vos réanimations. Et puis aussi, on avait pas mal de patients qui étaient immunodéprimés. Alors, quels étaient les résultats de cet essai? Et un peu sans surprise, au départ, on trouve une efficacité clinique qui est identique quand il s'agit des pneumonies, avec 50% de guérison versus 52%, donc quelque chose, on n'a pas le droit de comparer, mais quand même on regarde, on ne fait pas de test statistique, mais on se dit que c'est à peu près pareil. Et là, quand on regarde un peu plus loin, dans le groupe bactériémie, on a la même chose, et infection urinaire, on a aussi une absence de différence significative, on ne peut pas dire, mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait de différence importante. Et vous voyez que les taux de guérison, ils sont plutôt bas, mais correspondent probablement plus à ce qu'on voit dans la vraie vie que ce qu'on voit dans les essais d'AMM, évidemment, puisque la population est pas triée. Et là où il y a eu un problème, en tout cas pour la firme, mais là où il y a eu un scoop, c'est quand vous regardez la mortalité à J28, vous voyez en bas, on a le double de mortalité dans le bras céphidérocol versus 7% dans le bras Best Available Treatment. Ce qui est assez étonnant, puisque le bras meilleur traitement disponible souvent associe la colistine, et les effets indésirables de la colistine faussent souvent l'efficacité de l'évaluation d'efficacité de la molécule. Et souvent, dans tous les essais qu'on regarde, il y a une surmortalité dans le bras colistine. Là, on a une surmortalité dans le bras céphidérocol, ce qui a été extrêmement perturbant et étonnant. Alors, si on fait une analyse en sous-groupe, c'est déjà pas beaucoup, mais si on focus sur les sous-groupes qui sont les métallo-bêta-lactamases. Je vous ai dit en introduction que les métallo-bêta-lactamases, c'est probablement les infections pour lesquelles on a le moins d'options thérapeutiques et les infections pour lesquelles le céphidérocol est probablement le plus intéressant. Quand on regarde ce sous-groupe, hein, ça fait 16 dans le bras céphidérocol versus 7 dans le bras meilleur traitement disponible, donc c'est pas beaucoup. Hein. Ce qui prouve bien, entre parenthèses, que le problème, c'est peut-être pas tellement les carbapénémases, hein, au sens large du terme, mais peut-être les phénomènes d'imperméabilité. Quand vous regardez le diagramme à droite, vous voyez que la guérison clinique a l'air meilleure dans le bras céphidérocol, l'éradication microbiologique aussi, et la mortalité moindre. Très bien, donc ce n'est pas les métallo-bêta-lactamases qui induisent cette surmortalité. On est rassuré sur ce fait. Par contre, quand on regarde en fonction du type de bactéries et qu'on regarde les acinetobactères, et vous voyez que les acinetobactères, dans le bras céphidérocol, on a une mortalité de 50% et 17% dans le bras meilleur traitement disponible. Donc c'est probablement la population de patients infectés à acinetobactères qui drive cette surmortalité globale dans l'essai. Alors, comment l'expliquer? C'est un essai randomisé, mais non comparatif, mais randomisé. Mais quand on regarde quand même la population, les patients en choc ou les patients hospitalisés en réanimation étaient bien moins
fréquents dans le bras meilleur traitement disponible que dans le bras céphidérocol. On a 26% de choqués dans le bras céphidérocol et 6% dans le bras meilleur traitement disponible. On a une hospitalisation en soins intensifs de 81% dans le bras céphidérocol et de 47% dans le bras meilleur traitement disponible. Donc il y a probablement des fluctuations d'échantillage. Malgré tout, il y a quand même un warning. On va y revenir après. Et peut-être que pour l'acétobactère, on peut discuter de certains points. Alors, acétobactère, très bien. Quelles sont les autres expériences? Alors, c'est des petites études, pour l'instant. Chacun y va de sa petite cohorte rétrospective ou prospectivo-rétrospective. Et quand on prend l'équipe italienne de Marco Falcone et qui regarde 10 patients en soins critiques, alors ça n'est que 10 patients, essentiellement des acétobactères résistants à l'imipédème, il a une guérison à J30 de 70%, une survie de 90%, il n'a que 2 échecs microbiologiques. Donc on a plutôt l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans les tests crédibles qu'on n'a pas compris, mais que les données de vraie vie, sans comparateur bien sûr, semblent plutôt rassurants. Alors, autre travail fait par une autre équipe italienne qui, aux périodes du Covid, s'est intéressée aux patients qui étaient essentiellement en soins intensifs, des patients qui avaient, dont 31% qui étaient immunodéprimés, dont des transplantés, pas mal d'infections post-chirurgicales, et qui ont été traités par céphidérocol. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que le céphidérocol est souvent associé, vous voyez, à d'autres molécules. Alors que quand vous reprenez l'étude de Falcone, le céphidérocol était majoritairement en monothérapie. On va y revenir, ça a probablement son intérêt. Et là, quand on regarde et qu'on voit les pathogènes traités, il y a essentiellement des acétobactères résistants au carbapénème, quelques pios résistants au carbapénème et des KPC, comme souvent en Italie. La survie est relativement bonne, puisqu'on a 10 sur 13, alors c'est toujours des petites cohortes, qui sont vivants à J30 et on n'a pas de récidive microbiologique à J30. Alors, très bien, donc on a l'impression que ça marche quand même sur Acinetobacter. Et si on prend, maintenant, si on s'intéresse au risque de résistance ou à risque d'émergence de résistance, parce qu'on voit bien que dans des populations qui ont des infections récidivantes à bactéries multirésistantes, et on peut, en les exposant au céphidérocol, entraîner de la résistance. Peut-être que Laurent en parlera après, mais et si on s'intéresse, peut-être que le meilleur modèle, c'est les patients bronchopathes chroniques ou les patients mucoviscidoses et qu'on s'intéresse à l'Achromobacter glylodoxydens, traités par céphidérocol, et qu'on prend une cohorte, alors encore une fois, c'est très modeste, c'est 8 patients qui ont des pneumonies, on s'aperçoit qu'ils guérissent tous, qu'ils récidivent microbiologiquement quasi tous, et ce n'est pas notre objectif, puisqu'on sait que ces patients sont colonisés chroniques. Par contre, on a très peu d'émergence de résistance, puisqu'on n'a qu'un cas qui est devenu résistant au céphidérocol. Mais peut-être déjà quand même un cas après une seule exposition. Alors, on s'était posé la question, et ça, c'est le premier travail qu'on a fait avec Laurent sur le céphidérocol. On a eu l'opportunité de reprendre les 12 premières prescriptions qui ont eu lieu sur le territoire en France. Et on a récupéré toutes les souches et Laurent les a retestées. Sur ces 12 premières utilisations de céphidérocol en France, donc une population naïve d'exposition au céphidérocol, une population qui n'avait jamais vu le céphidérocol. Je vous rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez les messages, c'est un nouveau mécanisme, c'est innovant, il n'y a presque pas besoin de tester. D'ailleurs, on ne sait pas très bien comment tester, il faut peut-être des milieux chélatés en fer, Laurent va y revenir. Et donc on peut l'utiliser, quand vous voyez que c'est très récent, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de doute. Et bien quand Laurent a repris toutes les souches, sur les 12 premières utilisations, il y en avait 5 qui étaient résistantes. Et peut-être même 6, si on considère que le numéro 7, si on prend les breakpoints de Lecast. Et bien sûr, tous ces patients infectés à souche résistants ont une évolution défavorable. Avant même toute utilisation. Donc premier message, enfin un des messages, probablement tester et bien. Bon, ici vous êtes bien équipés pour ça. On a poursuivi un peu cette cohorte et on a repris les premières prescriptions sur 2 ans, 17 centres de céphidérocol en France. Donc en fait on a eu la liste des endroits où était prescrit le céphidérocol, on a appelé tous les copains, ils nous ont envoyé les fiches cliniques. Sans surprise, c'est des patients de 50 ans, plutôt immunodéprimés, essentiellement en réanimation, qui présentent de manière majoritaire des infections respiratoires, avec la moitié des patients chirurgicaux. L'intérêt, c'est d'avoir des données de vraie vie d'utilisation de céphidérocol à l'échelle du territoire national. Des infections polymicrobiennes dans la moitié des cas. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des souches étaient résistantes au carbapénème, sans mécanisme de carbapénémase, par des mécanismes d'imperméabilité ou des flux. Donc des mécanismes autres que la NDM dont on parlait au début, et majoritairement du PIO. Je vous passe rapidement sur le mécanisme de résistance, Laurent en parlera bien mieux que moi. L'efficacité, c'est 86% d'absence de récidive à J28, ce qui perd avec un recul de quasiment 2 mois. Donc on voit qu'on a une efficacité qui semble satisfaisante en vraie vie dans notre utilisation française, encore une fois avec posologie optimisée, 2 grammes x 3 par jour sur 3 heures pour tous ces malades.
quand on fait par sous-groupe, mais ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'effectivement, encore une fois, c'était des effectifs relativement réduits, on a une efficacité qui est à peu près identique, quel que soit le type de point de départ. Et pour conclure, que nous dit l'HAS, HAS a donné l'AMM en dernier recours à cette molécule, essentiellement dans les zoantérobactéries, mais aussi les pseudomonas, qui ont des mécanismes de résistance de type KPC, oxazélinase, métallobêta-lactamase, et surtout quand il n'y a pas d'autres recours possibles. Donc vraiment, à mon avis, en dernière ligne, à mon avis, de manière optimisée, et peut-être, à mon sens, l'associer pour les acénitobactères résistants au carbapénème, parce que je pense que l'association est bénéfique du fait des quelques limites cliniques qu'on avait vues préalablement. Et puis je me suis permis de faire une petite revue de la littérature. Alors chacun y va de sa petite série, de son petit cas clinique. Et donc quand on compile tout ça, moi ce qui m'a frappé, indépendamment du fait qu'il y ait peu de carbapénémase, mais beaucoup d'acénitobactères, de pio multirésistants liés à des mécanismes d'efflux, c'est qu'il y a énormément d'infections, alors ça vous concerne moi, d'infections osteoarticulaires et d'infections vasculaires sur des chirurgies vasculaires de pontage, ce à quoi je ne m'attendais pas, et je pensais l'avoir essentiellement dans les infections respiratoires. Alors on est au début de l'histoire, les choses vont peut-être changer, mais on a une utilisation quasi majoritaire dans les infections osteoarticulaires, d'infections sur matériel, en particulier vasculaires, alors qu'on a très très peu de données, on commence à en avoir, en tout cas sur l'activité anti-biofilm du céphidrocol, qui semble similaire à ce qu'on connaît des carbapénèmes, des aminoacides qui ne sont pas très bons, et du céftolozane tazobactam. Voilà, je vous remercie.